Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré à la codification de la jurisprudence relative aux concessions. Le Code de la commande publique rassemble désormais l'ensemble des règles d'origine législative ou réglementaire qui encadrent l'objet, le contenu, la passation et l'exécution des contrats de concession. À l'instar d'autres codes récents tels que le Code général de la propriété des personnes publiques ou le Code des relations entre le public et l'administration, ce code de la commande publique reprend également plusieurs dispositions d'origine jurisprudentielle. Néanmoins, ces règles jurisprudentielles codifiées demeurent peu nombreuses, ce qui conduit à s'interroger sur les critères selon lesquels elles ont été sélectionnées et à identifier d'autres règles qui auraient sans doute mérité d'intégrer ce nouveau code. Benoît Neveu, avocat au barreau de Paris et associé co-gérant du cabinet Cabane Neveu Associés, va analyser ces différents aspects. Alors, avant de vous laisser la parole, Maître, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci. Alors, vous avez à l'instant rappelé le contexte dans lequel on se pose la question du jour, c'est-à-dire quelle codification s'agissant de la jurisprudence relative aux concessions. Quelle codification ça pose déjà la question de quel type de critères pris en compte pour codifier. Donc c'est ce qu'on analysera, on verra brièvement dans un premier temps, avant de s'intéresser précisément à l'aune de ces critères, quelles jurisprudences ont été sélectionnées pour intégrer ce nouveau code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril dernier. Et puis, dans un troisième temps, c'est vrai qu'on s'est amusé à examiner quand même, au regard des critères qui sont ceux de la codification, analyser si véritablement cette sélection elle était complète ou si on aurait pu penser à d'autres jurisprudences qui auraient pu aussi intégrer le code de la commande publique, et c'est ce qu'on examinera dans un troisième temps avant de conclure et de répondre donc aux questions que vous auriez. Voilà. Alors, sur le contexte, le nouveau code de la commande publique, vous l'avez rappelé, entré en vigueur 1er avril 2019, on pense immédiatement code des textes, codification des textes réglementaires, législatifs, mais c'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas que ça dans le cadre des nouveaux codes. À l'instar de ce qui avait été fait pour le code des relations entre l'administration et entre l'administration et les usagers, eh bien, s'agissant du code de la commande publique, le souhait a été d'intégrer effectivement des jurisprudences au-delà même des textes législatifs et réglementaires. Alors, codification de jurisprudence, c'est une codification dite à droit constant. Qu'est-ce que ça veut dire, une codification à droit constant ? Si on se réfère au rapport au président de la République concernant cette partie législative du Code de la commande publique, eh bien, une refonte à droit constant, c'est une refonte qui est destinée à assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, à harmoniser l'état du droit, à remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances, mais c'est une démarche, une refonte dans laquelle on ne revoit pas le fond de la règle de droit. Autrement dit, cela signifie qu'on va à la fois rationaliser et améliorer la qualité du droit, mais ne pas en changer la teneur, le fond. Rationaliser, ça veut dire d'abord collecter, rassembler, clarifier, ordonner dans la présentation. Et tout ça avec un objectif donc d'amélioration de la qualité du droit et un objectif d'assurer une plus grande sécurité juridique, une meilleure accessibilité. Et c'est vrai que quand on parle de jurisprudence, évidemment, c'est un objectif qui est
fondamentale parce que la jurisprudence, elle est éparse, elle naît de différentes affaires, etc. Et ça permet effectivement d'améliorer cet accès au droit. Alors, codifier la jurisprudence, c'est quand même faire une sélection. Selon quels critères? Toutes les solutions jurisprudentielles n'ont pas vocation à être codifiées. Et quand on regarde donc les premiers exemples de codification jurisprudentielle de ces dernières années, on peut dégager 3 critères qui étaient d'ailleurs repris dans les travaux préparatoires du Code de la commande publique. Un premier critère, c'est que cette jurisprudence, elle doit correspondre à une solution bien établie. Une jurisprudence établie, ça veut dire une jurisprudence qui présente une certaine stabilité, qui répond à un problème de droit de manière relativement univoque, c'est-à-dire pas avec des divergences, etc., encore subsistantes. Ça doit être une jurisprudence, deuxième critère, qui est effective, c'est-à-dire qui est couramment utilisée, pas véritablement un cas d'espèce, une jurisprudence qui répond à un cas d'espèce, mais une solution qui est usuelle, couramment utilisée pour servir de fondement à des actes, à des faits juridiques. Et puis, la troisième critère de sélection, eh bien, il doit s'agir d'une jurisprudence rendue par une juridiction dite sommitale. Donc, dans notre domaine de la commande publique, ça veut dire une jurisprudence essentiellement rendue par le Conseil d'État. Ce qui est d'ores et déjà un gage également de stabilité, normalement, de la jurisprudence en question. Jurisprudence établie, jurisprudence effective, jurisprudence rendue par une juridiction sommitale. À partir de ces 3 critères principaux de qualification, examen donc de la jurisprudence du Conseil d'État et intégration dans le nouveau Code de la commande publique des jurisprudences relatives aux droits des concessions, tant sur la passation que sur l'exécution, répondant à ces critères. En tout cas, intégration d'une partie des jurisprudences concernées, ce qu'on va voir maintenant. Alors, précisément, quelles sont les règles qui sont maintenant des règles textuelles de rang législatif ou réglementaire qui sont introduites dans le Code de la commande publique et qui sont d'origine jurisprudentielle ou prétorienne. On a 5 domaines principaux, 5 thèmes principaux autour desquels on peut regrouper les jurisprudences relatives aux concessions qui ont été codifiées. Le premier thème, ce sont les règles générales applicables aux contrats administratifs. Il y en aura sur chacun d'eux. Un deuxième thème qui est le droit au maintien de l'équilibre financier. Troisième thème qui est le régime des biens affectés à la concession. Quatrième thème, la résiliation. Et cinquième thème, les concessions provisoires. Alors, commençons par les règles générales applicables aux contrats administratifs. Il faut se reporter à l'article L6 du Code de la commande publique qui dispose d'une part que l'autorité contractante, et dans notre cas l'autorité concédante, exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat. Une première règle générale, ce pouvoir de contrôle. Et la deuxième règle générale qui était d'origine jurisprudentielle et qui est énoncée dans le Code, c'est la règle selon laquelle les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public, et donc les concessions de services publics notamment, eh bien ces contrats-là respectent le principe du continuité du service public. Voyons la première de ces deux règles. Le pouvoir de contrôle. Cette notion de contrôle sur l'exécution du contrat, c'est
une notion, un pouvoir reconnu à l'administration qui est d'origine jurisprudentielle. On le rattache à une décision ancienne, forcément, de 1952, du 22 février 1952, Société pour exploitation des procédés ingrats. Ce qui est notable, c'est que sur cette notion de pouvoir de contrôle, on est typiquement sur une jurisprudence sur laquelle on aurait pu d'ailleurs hésiter sur le fait de la codifier ou pas. Parce que cette notion de contrôle, si on la retrouve dans la jurisprudence, son contenu même n'est pas précisément défini, ou en tout cas donne lieu à des approches différentes selon les décisions de jurisprudence. Contrôle, est-ce que ça veut dire la simple surveillance du co-contractant, ou est-ce que ça peut aussi englober un pouvoir de direction? Et sur ça, la jurisprudence est relativement incertaine selon les cas d'espèce, ce qui conduit d'ailleurs à se demander si le premier critère de jurisprudence établi, stable et définitive était bien réuni. Ça, c'est pas simplement moi qui le dis, il suffit simplement de se rapporter aux conclusions du rapporteur public Bertrand d'Acosta sous un arrêt commune de Douai, connu par ailleurs et qu'on verra du D21 200 2012, où il soulignait le fait que cette notion de contrôle n'était pas univoque. Le deuxième grand principe, lui, il est certainement beaucoup plus, il répondait certainement beaucoup mieux à ce critère de stabilité de jurisprudence établie. C'est le principe de continuité du service public. On sait qu'il remonte à une jurisprudence du Conseil d'État de 1950 d'Euen, qui concernait à l'époque le droit de grève, et le fait que le droit de grève doit être concilié avec cette continuité du service public et que des limitations peuvent être apportées à ce droit. Eh bien, indépendamment de la question des interruptions du service public qui pourraient être liées à l'exercice du droit de grève, et on sait que c'est particulièrement d'actualité, eh bien, indépendamment du droit de grève, plus généralement, les contrats administratifs et donc les contrats de concession, quand ils portent sur l'exécution d'un service public, doivent être exécutés, conçus dans le respect du principe de continuité du service public. Voilà pour déjà deux premières règles maintenant inscrites dans les textes et d'origine jurisprudentielle. Deuxième thème notable introduit dans le Code de la commande publique et qui concerne, lui, spécifiquement, cette fois les concessions, c'est le droit au maintien de l'équilibre financier, qu'on retrouve à l'article L3135-2 du Code de la commande publique. Alors, droit au maintien de l'équilibre financier, attention, ça ne veut pas dire droit pour le concessionnaire à un maintien à tout prix de l'équilibre financier dans le cadre de l'exécution du contrat de concession. Ce droit au maintien de l'équilibre financier, il concerne, tel qu'il est inscrit maintenant dans le Code, un cas particulier, c'est l'hypothèse dans laquelle le concédant va modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de concession. On nous dit, lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat. Ça ne vise pas l'hypothèse dans laquelle, eh bien, des circonstances extérieures et non liées à l'autorité concédante, à une modification apportée par l'autorité concédante, conduiraient à un déséquilibre financier du contrat. C'est simplement cette hypothèse de modification unilatérale, et c'est une règle qui ressort d'un arrêt du 11 mars 1910, Compagnie Générale des Tramways. Quand on n'est pas dans une hypothèse où le déséquilibre provient d'une modification unilatérale apportée par l'autorité concédante, eh bien, pas de règle prévue par le Code de la commande publique. Il faut d'abord se référer avant tout
aux dispositions du contrat, d'éventuelles clauses qui seraient prévues dans le contrat et qui prévoiraient bien ce que les parties, ce qu'il convient de faire lorsqu'il y a ce déséquilibre financier, notamment les fameuses clauses de revoyure visant des hypothèses déterminées. Et puis, ensuite, le principe quand même souvent si on voit brandir en pratique, on voit des concessionnaires brandir « j'ai un droit à l'équilibre financier du contrat », le principe quand même du contrat de concession, vous le savez, c'est que c'est une exploitation qui est au risque du concessionnaire, puisque dans la notion même de concession, il y a bien ce transfert de risque lié à l'exploitation, et que quand le contrat ne prévoit pas de dispositions particulières pour rééquilibrer le contrat, eh bien l'équilibre du contrat, normalement, c'est un risque qui est assumé ou qui doit être assumé par le concessionnaire. Assumé par le concessionnaire, sauf si on se trouve dans une situation qui est visée, elle, à l'article L6 du Code de la commande publique, et qui est une situation, là encore, qui était visée dans une jurisprudence ancienne du 30 mars 1916, Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux, c'est la situation de l'imprévision. Quand nous sommes dans une situation d'imprévision et que le co-contractant poursuit l'exécution du contrat, il a droit à une indemnité. Qu'est-ce qu'on vise par situation d'imprévision? L'article L6 le mentionne expressément, mais ce n'est que la reprise de ce que nous indiquait la jurisprudence. On est dans l'hypothèse où il y a un événement extérieur aux parties, première condition, imprévisible, deuxième condition, et qui bouleverse temporairement, c'est important, temporairement, l'équilibre du contrat. Quand on a cet événement extérieur aux parties, imprévisible, qui bouleverse l'équilibre du contrat, qui empêche de l'exécuter en tout ou partie, le co-contractant a droit à une indemnité. Le temps pendant lequel l'économie et l'équilibre du contrat est bouleversé, si cela perdure, si ce bouleversement perdure, eh bien, généralement, ça conduit à la résiliation, ce que prévoient d'ailleurs souvent les contrats de concession. Alors, il faut faire attention quand on parle d'imprévisibilité. Il faut vraiment que ce soit imprévisible. Et le Conseil d'État, dans un arrêt tout récent du 21 octobre 2019, Société Alliance, apporte un éclairage intéressant, je trouve, sur cette théorie de l'imprévision et sur maintenant ce qui sera l'application de l'article L6 du Code de la commande publique. En substance, dans cet arrêt, le Conseil d'État juge clairement que lorsqu'un contrat est mal négocié, je dirais simplement à l'origine, c'est-à-dire que quand la situation de déséquilibre, elle découle simplement d'une exécution normale du contrat et du fait qu'il n'y a pas telle et telle protection du concessionnaire, qu'il a pris tel ou tel risque au terme de son contrat, eh bien nous ne sommes pas dans une situation d'imprévision et le co-contractant n'a pas droit à une indemnité, y compris si la situation conduit, puisque c'était l'hypothèse visée dans cet arrêt Société Alliance, y compris si la situation de déséquilibre conduit à rompre le contrat. Troisième thème autour desquels on relève une codification de la jurisprudence relative aux concessions, c'est le régime des biens affectés à la concession. Alors, il y avait une première approche dans l'ordonnance de 2016 relative aux concessions, où il y avait déjà des premiers éléments, notamment sur la problématique des droits réels, grevant les ouvrages ou équipements réalisés par le concessionnaire. Mais désormais, dans 3 articles du Code de la commande publique, désormais les articles L31, 32.4,
L3132.5 et L3132.6 du Code de la commande publique, eh bien, on traite plus largement du régime des biens affectés à la concession. L3132.4, c'est la distinction, la classification des biens affectés à une concession avec les notions anciennes, mais pas toujours clairement définies, ni par la jurisprudence, ni d'ailleurs par la pratique contractuelle jusque-là, donc les notions de bien de retour, bien de reprise et bien propre. Bien de retour. L'article 3132.4 nous indique qu'il s'agit des biens, meubles ou immeubles qui résultent d'investissements du concessionnaire et qui sont nécessaires au fonctionnement du service public. Donc, des biens, meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public. C'est le critère qui était présent dans la jurisprudence, mais sur des formulations différentes. Donc, quand on est dans le cadre d'un contrat de concession de travaux ou de services publics, des biens nécessaires au fonctionnement du service public sont des biens de retour, avec pour conséquence qu'ils sont et qu'ils demeurent, on reviendra, la propriété de l'autorité concédante et qu'ils lui reviennent en fin de contrat. Ils lui reviennent comment? Il lui revient normalement à titre gratuit. C'est le principe qui est inscrit à l'article 3132.5. Remise à l'autorité concédante à titre gratuit de tous les biens de retour, c'est-à-dire tous les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Une nuance toutefois sur ce retour gratuit, il faut réserver le cas dans lequel on est sur des biens dont les parties sont convenues dès l'origine du contrat, si c'est un bien qui était prévu dès l'origine du contrat, ou en cours d'exécution du contrat, et bien qu'il ne serait pas amorti sur la durée normale, sur la durée d'exécution de la concession. Dans ce cas-là, on peut admettre que les biens de retour soient remis en contrepartie du paiement par l'autorité concédante d'une somme, qui correspond généralement à la valeur nette comptable des biens concernés. Première catégorie, les biens de retour. La deuxième catégorie, les biens de reprise. L'article 3132.4 nous dit que ce sont les biens meubles ou immeubles qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public. À noter, nécessaire pour la définition des biens de retour, indispensable pour la définition des biens de reprise. Est-ce qu'il faut y voir une différence? Pourquoi ne pas avoir repris le même terme nécessaire sur les deux catégories? C'est vrai que c'est assez surprenant. Ça questionne souvent les praticiens. Moi, j'ai tendance à considérer qu'il faut considérer que, en fait, c'est le pendant, le caractère indispensable. Je l'assimile à nécessaire et c'est simplement le pendant en fait de la notion de bien de retour. En d'autres termes, soit les parties considèrent que le bien est nécessaire, ou il l'est objectivement d'ailleurs, nécessaire au fonctionnement du service public, il est bien de retour. Si il ne l'est pas, eh bien on est bien de reprise si les parties conviennent que la collectivité pourra le racheter malgré tout, que la collectivité ou la personne publique pourra quand même le racheter en fin de contrat, ou bien propre, c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire un bien qui n'est ni un bien de retour ni un bien de reprise et avec lequel le concessionnaire repartira en fin de concession. Voilà pour les règles relatives aux biens qui sont inscrites dans le code de la commande publique. Quatrième thème, la résiliation. Nous avons maintenant dans le code de la commande publique un titre qui porte sur la résiliation des contrats de concession. Ce sont les articles L3136.1 à L3136-3 de ce code de la commande publique et qui, là encore, sont d'origine jurisprudentielle. L'article 3136-1 nous indique que
sans préjudice des dispositions de l'article 6 qu'on a vu tout à l'heure et de dispositions législatives spéciales, eh bien, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section. Quels sont les cas qui sont prévus par la présente section? 3 cas. D'abord, la force majeure. En cas d'événement de force majeure qui empêche l'exécution du contrat, droit à résiliation du contrat de concession, c'est la codification d'une solution jurisprudentielle, là encore ancienne, un arrêt du Conseil d'État du 7 août 1926, Bouc 5. Deuxième hypothèse de résiliation prévue par le Code de commande publique, eh bien, c'est l'hypothèse de la résiliation sanction. La résiliation qui porte sur le cas dans lequel le concessionnaire a commis une faute grave, une faute d'une gravité suffisante, qu'elle justifie de mettre un terme à la relation contractuelle. C'est l'article L3136-3 du Code de la commande publique qui, si on remonte à l'origine, puise sa source dans un arrêt du Conseil d'État du 18 mars 1959 Péter, qui avait reconnu la faculté à l'administration unilatéralement de mettre fin, de résilier un contrat administratif au motif pris de la faute grave commise par le concessionnaire, par le cocontractant dans l'exécution du contrat. Et puis, la troisième hypothèse de résiliation, c'est la résiliation pour motif d'intérêt général qui était également inscrite à l'article L3136-3 du Code de la commande publique et qui est une hypothèse de résiliation qui avait été définie par le Conseil d'État dans un arrêt d'assemblée du 2 mai 1958, distillerie de Magnac-Laval. Alors, c'est vrai qu'avec ces trois hypothèses, on couvre des hypothèses classiques qui sont souvent détaillées dans les contrats de concession, en tout cas ceux correspondant à la pratique de ces dernières, ceux issus de la pratique de ces dernières années. Il y a d'autres hypothèses qu'on aurait pu imaginer, notamment les cas de résiliation liés à la perte ou retrait d'une autorisation quand l'exécution du contrat de concession suppose effectivement d'y être autorisé. Cinquième thème, ou cinquième axe de codification de la jurisprudence relative aux concessions, c'est la codification de la jurisprudence relative aux concessions provisoires. Alors, de quoi parle-t-on? Le plus simple, c'est peut-être qu'on lise l'article L3121-6 du Code de la commande publique. Article qui dispose que l'autorité concédante peut conclure un contrat sans publicité et mise en concurrence, donc un contrat de concession sans organiser de publicité de mise en concurrence, je cite, « en cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, et à la condition, d'une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d'intérêt général, et d'autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n'excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation. » Voilà, ça fait beaucoup de conditions à satisfaire pour effectivement conclure sans publicité ni mise en concurrence un contrat de concession. On va revenir sur ces conditions. Mais simplement souligner, puisque c'est le thème de notre rendez-vous, que cette formulation peu riche qu'on vient d'énoncer, elle est reprise in extenso des termes d'un arrêt du Conseil d'État du 14 février 2017, Société de manutention portuaire d'Aquitaine, et qui avait consolidé d'ailleurs ou consacré des jurisprudences préexistantes de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel sur ces concessions provisoires, c'est-à-dire sur les concessions conclues pour permettre à l'autorité concédante de rapidement de pallier la défaillance ou l'absence d'un concessionnaire, que ce soit parce que un contrat de concession viendra à être résilié ou
parce que on était dans une hypothèse de renouvellement d'un contrat de concession, que le contrat n'est pas encore conclu, peut-être parce que la procédure de passation du nouveau contrat a été annulée, et on est dans une hypothèse où il n'y a plus de contrat. Bien, dans ce cas-là, l'exigence qu'on a évoquée au début de notre rendez-vous de continuité du service public, principe constitutionnel, a justifié que la jurisprudence, et donc maintenant le Code de la commande publique, prévoit la possibilité, dans ce cas, de conclure directement le contrat de concession. Attention, 3 conditions à respecter. Si on essaye de résumer l'article R3121-6 qu'on a lu tout à l'heure, il faut d'abord qu'on soit dans une situation d'urgence. Et quand on dit urgence, quand on regarde la jurisprudence, c'est pas une urgence, organisée par l'autorité concédante. C'est une véritable urgence qui lui est extérieure. C'est pas je me suis aperçu 10 jours avant la fin de mon contrat de concession que j'allais en avoir besoin d'un nouveau. Dans ce cas-là, on n'est pas dans une urgence objective qui justifie la possibilité de déroger à toute publicité mise en concurrence pour conclure une concession provisoire. Donc, urgence de la situation, le premier critère, un motif d'intérêt général, au sens véritablement, il faut assurer cette continuité du service et il n'y a pas de solution alternative, pour exécuter le service. Et la troisième condition, c'est que on parle bien d'une concession provisoire, et la durée de ce contrat dérogatoire doit être raisonnable. Une durée raisonnable, c'est la durée qu'il est estimé nécessaire pour repasser véritablement un contrat après publicité de mise en concurrence. Quand on regarde la jurisprudence, souvent elle a pu considérer que des délais de l'ordre de 6 mois étaient suffisants. On sait souvent qu'en pratique c'est un délai qui est extrêmement contraint et souvent insuffisant, et la pratique des contrats de concession provisoire avec sont sur des durées qui sont généralement d'1 an, 18 mois, parfois même jusqu'à 24 mois en tout cas quand il s'agit de collectivité, quand la collectivité s'est au moins assurée en amont avec le contrôle de légalité que cette durée serait acceptée, en tout cas que ce type de durée serait accepté par le contrôle de légalité. Voilà pour les concessions provisoires. Alors, on arrive avec les concessions provisoires, on a fait le tour, je dirais, de l'ensemble des dispositions du Code de la commande publique relatives aux concessions dont l'origine est jurisprudentielle. Dispositions qui ne figuraient pas auparavant dans les textes et notamment dans l'ordonnance et le décret de 2016 relative au contrat de concession. Ces jurisprudences, on a vu qu'elles étaient parfois anciennes, parfois même très anciennes, qu'elles étaient toujours issues de décisions du Conseil d'État et qu'elles correspondaient le plus souvent à des solutions bien établies. Donc elles répondent globalement aux 3 critères qu'on a vus, qu'on a examinés au début de notre rendez-vous: jurisprudence établie, jurisprudence effective et jurisprudence rendue par une juridiction sommitale. Alors, est-ce qu'avec cette dizaine ou douzaine de règles d'origine jurisprudentielle, on a fait le tour de toutes les jurisprudences qui répondent à ces 3 critères et qui donc avaient vocation à être inclus dans le Code de la commande publique? Il ne nous semble pas que ce soit le cas. Et on s'est amusé à parcourir
les décisions de jurisprudence du Conseil d'État qui sont utilisées fréquemment. On parlait de jurisprudence effective, ou sur lesquelles on se repose fréquemment pour traiter juridiquement de problématiques liées à la passation ou à l'exécution des contrats de concession. On a identifié un certain nombre, là encore, de thèmes, une douzaine de jurisprudences qui, à notre sens, auraient tout autant eu vocation à être intégrées dans le Code de la commande publique. Alors, il arrive effectivement que ce soit sur des règles, sur des points qui soient très précis. Ça va être le cas pour la première jurisprudence à laquelle on va se référer, et puis d'autres sur lesquelles on est sur des problématiques un peu plus générales et qui auraient, à notre sens, encore davantage eu vocation à être intégrées au Code de la commande publique. Premier, si on regarde les jurisprudences qui sont jurisprudences du Conseil d'État liées à la passation des contrats, qu'on examine ce que nous dit le Code de la commande publique et son article R3122-2 relative aux modalités et aux organes dans lesquels on publie les avis de publicité relatifs aux concessions, eh bien, cet article reprend l'exigence préexistante d'une publication des avis de concession dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Et tous les praticiens savent qu'il y a des cas dans lesquels soit il est très difficile de déterminer quelle est véritablement la publication spécialisée vraiment adaptée par rapport à l'objet de la concession, voire des cas dans lesquels il n'y a pas véritablement de publication spécialisée. Et dans cette hypothèse, le Conseil d'État, en juillet 2005, nous avait indiqué que, eh bien, dans le cas où il n'y a pas de publication véritablement spécialisée, il appartient, je cite, à l'autorité concédante de rechercher quelle autre publication plus générale peut assurer une information suffisante des opérateurs économiques de ce secteur. Bien, alors même que on codifiait la règle selon laquelle l'avis de concession devait être publié dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, on aurait pu imaginer que de la même manière, on intègre la règle selon laquelle, ou la précision selon laquelle, quand il n'y a pas de publication suffisamment spécialisée, on recherche une publication plus générale pour assurer une information suffisante des opérateurs économiques. Deuxième règle liée à la passation qui aurait pu tellement être intégrée dans ce code, toujours dans ce souci de rassembler l'ensemble des règles dont on a besoin au moment où on passe ou on exécute un contrat de concession, c'est les règles relatives à la prolongation du délai de validité des offres. Les autorités concédantes, le plus souvent, prévoient dans leur règlement de consultation que les offres qui seront remises par les soumissionnaires auront une durée de validité. Eh bien, il arrive aussi que si la procédure dure, que cette durée de validité expire, et bien dans ce cas-là, la jurisprudence prévoit que ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre sans que s'impose la fixation d'une nouvelle date limite et à condition qu'il n'y ait pas de changement dans la concurrence. 24 juin 2011, Conseil d'État, commune de Bourgoin-Jallieu. On aurait pu imaginer que cette règle soit également introduite. De la même manière, aurait pu être utilement introduite les règles sur la régularisation des offres en matière de concession. En l'occurrence, la régularisation des offres initiales avant toute négociation. Il arrive fréquemment que des offres ne correspondent pas aux exigences du règlement de consultation. Que faire ? Le Code de la commande publique ne prévoit rien, alors que dans la jurisprudence, on a quand même des éléments, des règles, alors qui ensuite demandent à être appliquées et peuvent laisser place à une certaine marge d'appréciation. Mais en tout cas, le Conseil d'État nous dit que dans ce cas-là, eh bien, si une offre est incomplète ou n'est pas conforme aux exigences
cahier des charges, eh bien, elle peut être régularisée et le candidat peut être invité à négocier si, eh bien, cette insuffisance, irrégularité, incomplétude n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats admis à participer à une négociation. À la négociation. C'est typiquement le type de règle qui aurait pu utilement être intégrée au Code de la commande publique. Négociation, justement, quelles sont les limites de la négociation en matière de concession? Et souvent, attention, la négociation, elle ne peut pas porter sur tout, on ne peut pas introduire de modifications substantielles dans le cadre de la négociation par rapport au cahier des charges qui a été initialement défini. On a un fondement jurisprudentiel. C'est notamment un arrêt du 21 février 2014, Société d'Alkia, qui nous dit que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public, mais ça peut évidemment s'appliquer à tout contrat de concession, peut apporter des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation, lorsque ces adaptations sont 1. D'une portée limitée, 2. justifiées par l'intérêt du service, et 3. ne présentent pas entre les entreprises concurrentes un caractère discriminatoire. Là encore, bien effectivement, on a des critères qui auraient pu être codifiés. Toujours sur la passation, et peut-être pour en terminer avec la passation, l'article L3 du Code de la commande publique, pour tous les contrats d'ailleurs, pas simplement les concessions, rappelle que les grands principes de la commande publique, que sont les principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures, on sait aujourd'hui que ces trois principes ne suffisent pas pour mener à bien une procédure qui soit respectueuse du droit et régulièrement menée. Il y a d'autres principes qui ont été dégagés par la jurisprudence, et notamment un principe qui aujourd'hui est source de beaucoup de contentieux et beaucoup de décisions, c'est le principe d'impartialité dans l'attribution des contrats publics, qui conduit à s'assurer que les personnes qui sont associés à la procédure et surtout qui ont une influence sur la décision d'attribution du contrat, eh bien, n'aient pas d'intérêt de quelque nature que ce soit, notamment de relations d'affaires, mais pas que, avec l'un ou l'autre des soumissionnaires et a fortiori avec l'attributaire. S'il y a un doute légitime sur cette impartialité, eh bien, ça affecte la régularité de la procédure de passation du contrat et du contrat lui-même lorsqu'il a été conclu. C'est un principe qui aurait pu, compte tenu de son importance, également être codifié aux côtés des autres principes. Alors, est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour évoquer quelques jurisprudences liées à l'exécution des contrats de concession et qui auraient pu être codifiés également si on se réfère encore une fois aux critères de codification. On a vu tout à l'heure que le principe de continuité du service public avait été codifié, mais on sait tous, en tout cas pour ceux qui ont fait des études de droit, et ça nous ramène aux premières années d'études de droit, que les grands principes du service public, c'est pas simplement la continuité, c'est aussi l'adaptabilité, l'égalité des usagers, et ces principes fondamentaux qu'on appelle aussi loi du service public ou loi de Roland auraient pu également être codifiés, nous semble-t-il. Alors, égalité des usagers, c'est notamment l'égalité tarifaire. Précisément, dans le Code de la commande publique, on a des dispositions sur les clauses tarifaires des contrats de concession. Et on nous dit, le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers. L'article L3114-6, qui vient d'ailleurs au passage d'être modifié par la loi LOM, qui a été adopté la semaine dernière et qui sera prochainement promulgué, et qui prévoit que la détermination des tarifs à la charge des usagers n'a pas à figurer dans les contrats de concession qui portent sur l'exploitation de terminaux maritimes. Voilà, c'est un cas particulier. On aurait pu imaginer, puisqu'on traite des tarifs dans le Code de la commande publique, que des principes jurisprudentiels tels que le principe de proportionnalité des tarifs, ou je l'indiquais, le principe d'égalité tarifaire, soient codifiés, puisqu'ils reposent l'un et l'autre sur des jurisprudences solidement établies.
Autre exemple de règles liées à l'exécution, au contenu des contrats de concession qui auraient pu utilement être établies, c'est les règles qui encadrent les aides versées par les autorités concédantes aux concessionnaires. Quand l'autorité concédante verse une aide, verse une subvention à son concessionnaire, ce qui arrive quand la concession porte notamment sur une activité qui est structurellement déficitaire, eh bien, dans ce cas de figure, cette aide, elle est susceptible d'être qualifiée dans l'absolu d'aide d'État et de devoir être notifiée à la Commission européenne, sauf si on rentre dans un régime d'exemption. Cette subvention, elle ne constitue pas une aide d'État si des conditions qui ont d'abord été posées par la jurisprudence européenne dans un arrêt Altmark et qui ensuite ont été reprises par le Conseil d'État, notamment dans un arrêt du 13 juillet 2012, Communauté de communes d'Erdre et Gèvres, qui concernait l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, ces conditions sur lesquelles le temps là de revenir, mais qui font que la subvention n'est pas une aide d'État, qu'elle peut valablement être versée aux concessionnaires, aurait pu être utilement être intégrée, ne serait-ce que pour mieux sensibiliser, nous semble-t-il, à la fois les personnes publiques et leurs co-contractants au respect du droit européen des aides d'État dans le cadre de la négociation et de l'exécution des contrats de concession, puisque c'est un élément qui est important. Autre règle également, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de règles relatives aux biens d'origine jurisprudentielle qui avaient été intégrées. Potentiellement, il y a d'autres règles relatives aux biens qui n'ont pas été codifiées. On parlait de la notion de bien de retour. La jurisprudence nous indique qu'un bien, même quand il est désaffecté, un bien de retour, même quand il est désaffecté, qu'il n'est plus utilisé par le concessionnaire, eh bien, il conserve son caractère de bien de retour et il doit être remis à l'autorité concédante en fin de contrat, même s'il n'était plus utilisé. Ce qu'a jugé le Conseil d'État dans un arrêt de 2016, CQDF. On aurait pu imaginer que cette précision soit intégrée dans le code de la commande publique. De la même manière, et ça c'était une solution qui n'était pas forcément évidente à la base, quand un concessionnaire est propriétaire d'un bien, lui, et qu'il décide de l'affecter à l'exécution du contrat, mais que ce bien est nécessaire au fonctionnement du service public, eh bien, en quelque sorte, il perd la propriété de ce bien qui devient un bien de recours et qui doit revenir à la collectivité, à la personne publique concédante en fin de contrat. Eh bien, cette règle jurisprudentielle qui n'est pas forcément évidente et qui fait prévaloir la continuité du service public aurait pu être clairement affichée dans le code de la commande publique. Voilà. Peut-être pour terminer, deux autres règles. On a parlé tout à l'heure contrôle des concessions. On sait que le contrôle des concessions peut conduire l'autorité concédante à exposer un certain nombre de frais. La jurisprudence a admis que si ces frais sont justifiés, ils puissent être mis à la charge du concessionnaire dans un arrêt d'assemblée du 30 octobre 1996. C'est un élément qui aurait pu utilement être introduit, là encore, dans le code de la commande publique, être codifié. Dernière chose, dernière règle, on a vu que dans les hypothèses de résiliation avait été codifiée la résiliation sanction, la résiliation du contrat en cas de faute grave du co-contractant. Eh bien, il y a d'autres sanctions moins lourdes que la résiliation. C'est la mise en régie, qui est une prérogative dont les personnes publiques disposent toujours dans l'intérêt général en cours d'exécution du contrat, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt d'assemblée du 9 novembre 2016, Société Foxmax. Eh bien, puisqu'on avait codifié la déchéance, la résiliation sanction, on aurait pu aussi codifier le pouvoir de mise en régie accordé à l'administration. Voilà, on a très rapidement mais fait le tour d'un certain nombre de jurisprudences qui nous conduisent à penser que la codification, en tout cas des règles relatives au contrat de concession, eh bien, est aujourd'hui une codification qui est partielle, encore
incomplète et qui permettra probablement qui mériterait peut-être à l'avenir effectivement des compléments apportés au code de la commande publique, et ce qui ferait écho aux propos de Madame Bédier, directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, qui en présentant ce code de la commande publique disait que c'était un code vivant. Effectivement, c'est un code qui a vocation encore à vivre et à être complété. Voilà. Bien, maître, pardon, excusez-moi, je vous remercie donc pour cette présentation très complète. Alors, je vous demande de patienter quelques instants. Nous allons voir si des questions étaient posées durant la présentation de maître Neveu. Bon, eh bien, il n'y a pas de questions posées par les différents participants. Eh bien, dans ce cas, nous allons conclure ce rendez-vous expert. Et donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation de maître Benoît Neveu. Et donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien pour de prochains rendez-vous experts sur de futures thématiques qui n'ont pas été encore fixées, mais vu l'actualité concernant notamment les CCAG, il y aura, je pense, différentes thématiques à aborder. Voilà, je vous remercie.